Entre exploitation humaine et déclin environnemental, la fast fashion est devenue l'un des secteurs les plus polluants de la planète. De plus en plus de grandes enseignes sont délaissées pour faire place à la seconde main. Et en même temps, la fast fashion, c'est quand même 70% de fibres synthétiques issues du pétrole, 20% de pollution des eaux dans le monde imputable à la teinture et au traitement des textiles, 80% de vêtements jetés pour seulement 20% de recyclés et 4 millions de tonnes de textiles gaspillés par an, rien qu'en Europe. Mais alors, n'ayez crainte. La bonne nouvelle, c'est que de nos jours, la fast fashion n'est plus la seule façon d'être le plus beau et de flamber dans l'open space. Plateforme de revente, upcycling, brocante, friperie, quelles sont les alternatives? Sont-elles vraiment efficaces? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur les alternatives à la fast fashion. Le 10 juin dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à freiner le développement de la fast fashion, ce modèle de consommation rapide de vêtements incarné notamment par le géant Chine qui inonde le marché de millions d'articles pas chers expédiés depuis la Chine. Ce texte prévoit plusieurs mesures pour endiguer ce phénomène, pénalité pour les entreprises polluantes, interdiction de la publicité ou encore des sanctions ciblant les influenceurs qui en font la promotion. Rappelons que l'industrie textile figure parmi les plus polluantes au monde. Elle génère à elle seule 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit environ 4 milliards de tonnes de CO2 chaque année. À titre de comparaison, un aller-retour en avion entre Bruxelles et New York équivaut à 1 tonne de CO2. Mais alors, quelles sont les alternatives à la fast fashion? Réponse à découvrir dans cette émission avec nos invités. Daphné BLT, elle est créatrice de contenu engagé, ancienne adepte de la fast fashion. Bonjour Daphné, merci d'être avec nous. À tes côtés, Camille Colbus, cofondatrice de la plateforme Dero, une plateforme qui vous aide à choisir la seconde main pour réduire vos déchets. Merci d'être avec nous, Camille. Mais avant ça, on va commencer cette émission par votre regard à vous sur la question. C'est l'opinion publique avec Cécile. Salut Noam et bonjour à tous, surtout à ceux qui achètent peu de vêtements ou alors seulement en seconde main. La planète vous dira merci, comme à ces jeunes qui répondent à Hugo Valentin sur la fast fashion. Jamais. C'est-à-dire des vêtements qui ont déjà été utilisés par... Non, jamais, toujours du neuf. En fait, ça dépend. Si les habits sont bien, ça dépend de l'état des habits en fait. Ça dépend aussi de la personne qui les portait, on sait pas. Ouais, sur Vinted. Vinted aussi? Ouais, Vinted aussi, mais plus en friperie que sur Vinted. Ouais. Très tard de temps en temps, mais les prix ont un peu augmenté. Ça dépend, moi je vais plutôt dans les grands commerces. Nike, JD, Foot Locker, ça dépend. Soit en grande surface, en friperie ou alors en ligne. Soit, en fait ça dépend de la marque, mais souvent c'est les grands magasins en mode Nike. Ou sinon je vais dans un centre commercial et je verrai. Alors en ligne, magasin, friperie. Perso en friperie ou sur Vinted. Pareil. Que de la fripe? Ouais. J'achète tous les 2-3 mois environ. Tous les 1 ou 2 mois. Tous les 2-3 mois. Ça peut aller, 2-3 mois aussi. Ouais, souvent. 2 fois par mois minimum. Hein. Moi je dirais plutôt 2 fois par an. En vrai, pareil, quasiment jamais. Et toi Noam, combien de chemises blanches t'achètes par mois? Alors je vais te dire un petit secret, mais tu le répètes pas, c'est la même toutes les semaines. Je la garde dans le bureau. Promis, je la lave un petit peu parfois. C'est mieux. C'est la même. Bon, au moins, toi non plus, tu n'es pas un adepte de la fast fashion. Non. Donc c'est cette mode dite ultra éphémère, incarnée par des marques comme Shein ou Temu, qui bradent leurs produits venus de Chine. Beaucoup d'internautes sont adeptes de ces sites. Perso, j'achète sur AliExpress les mêmes tenues que je vois chez Decathlon, mais 4 fois moins chères, nous dit un lecteur du Midi Libre. Et il ne comprend pas pourquoi les marques assomment les clients avec leurs prix. Et d'ailleurs, dans le micro-trottoir, on a entendu des jeunes qui s'habillent chez des grandes marques qu'ils ont citées. Ça, c'est pas de la fast fashion? Alors, c'est vrai que la frontière est un peu floue, mais le Sénat nous aide à y voir plus clair. Justement, il a adopté le 10 juin une mesure qui vise à freiner les marques comme Shein et compagnie. Le texte fait la différence entre les Temu, etc. et des marques comme H&M, Zara. La limite, c'est la quantité de nouveaux produits proposés. Par exemple, le site chinois qui est basé à Singapour peut proposer en moyenne
7220 nouvelles références par jour. C'est des quantités jusqu'à l'écœurement qui polluent plus que de raison. Mais les marques comme H&M et Zara, c'est pas non plus de la mode lente, si ? Et non, bien vu Noam. En fait, c'est un peu l'ultra fast fashion contre la fast fashion. Le mieux, finalement, c'est de se contenter de ce dont on a besoin, tout en se faisant plaisir de temps en temps, de manière raisonnable. Car, comme le dit un grand sage de notre enfance... Oula. Effectivement, il en faut peu pour être heureux. Et alors, au passage, j'aime beaucoup l'huile de la jungle. Merci Cécile pour ce petit clin d'œil. Merci à toi. Mais merci à toi aussi. À la semaine prochaine. Et c'est une ancienne adepte de la fast fashion. Aujourd'hui, elle a complètement changé sa manière de consommer et d'acheter ses vêtements. Elle s'appelle Daphné et elle va nous expliquer tout ça. Daphné, je t'ai vu réagir au micro-trotte qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait bizarre dans ce micro-trotte ? Bah voilà, la première personne qui nous dit « Ah non, moi j'achète que des vêtements neufs » et ça dépend de la personne qui les a portés avant. Ouais. C'était assez drôle. Très drôle, comme si tu allais au restaurant et que tu te disais la fourchette, ça dépend de qui a mangé avant avec. C'est vrai. Ce serait quoi, toi, ta définition de la fast fashion ? Pour moi, c'est vraiment cette consommation un peu excessive et l'aspect d'avoir envie de tout acheter, mais de façon un peu compulsive, et en fait en s'éloignant au maximum de ses besoins. Parce que la fast fashion essaye au maximum de nous créer cette envie, mais en nous détachant de est-ce qu'on a vraiment besoin d'un article. C'était ça ton rapport, toi, à l'époque, avant que tu ne changes à la fast fashion ? C'était carrément ça, et j'étais hyper adepte du prix, en fait. Moi, j'allais énormément chez Zara, H&M, Pull&Bear, voilà, je faisais les soldes là-bas, j'attendais les soldes pour faire des grosses razzias, remplir mon panier, voilà, et dépenser des sommes assez conséquentes là-bas, puisque du coup je dépensais une fois par an, mais du coup j'allais expressément dans ces magasins-là parce que c'était pas cher, que c'était tendance, etc. Mais du coup, comme tu l'as dit, ça a bien changé. Ça veut dire que ce qui t'attirait en premier lieu, c'était le prix, pas forcément de suivre la mode, c'était plus moi le prix. j'étais très orientée prix, parce qu'à l'époque, tu vois, je parle de ça, j'étais collégienne, lycéenne, donc du coup pas beaucoup d'argent, et donc c'était très orientation de prix. Et en fait, je savais que de toute façon, en achetant là-bas, j'étais à la mode, parce que par définition, c'était à la mode d'acheter dans ces boutiques. Et tu n'avais pas du tout conscience de l'impact que ça avait environnemental ou social de tes achats à ce moment-là ? Je ne me posais même pas la question. D'accord. Ça t'effleurait pas. Enfin, vraiment, tu allais, tu faisais tes courses, vraiment, tes achats. Je regardais, tu vois, mes amis qui avaient ce petit haut que j'aimais bien. Où est-ce que tu l'as acheté chez Zara ? Ok, cool. Ok, je veux le même, je vais l'acheter. Exactement. Ok. Et alors, quel a été le déclic ? Pourquoi à un moment tu t'es dit, là, il faut que j'arrête, quoi ? Écoute, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis partie faire mes études à Nantes quand j'ai eu 17 ans. Et en fait, j'ai commencé à vider ma poubelle toute seule. Avant, j'étais chez mes parents, donc c'était pas moi qui sortais les sacs poubelles. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de la quantité de déchets que je produisais. Alors, c'était pas nécessairement de la mode. Pour moi, ça a commencé vraiment avec la quantité de déchets en tout genre. Et c'était majoritairement des emballages. Je me suis rendu compte que je jetais énormément de plastique chaque semaine. C'était l'équivalent de 3 sacs de 10 litres. Par semaine à moi toute seule, alors que je vivais dans un studio à l'époque de 17 mètres carrés, tu vois, quand j'étais en prépa. Et j'ai commencé à me dire, mais ça va pas du tout. Tu t'es dit, là, il y a un problème, il faut que je change. Absolument. Et alors, tu as fait quoi pour changer ? C'était quoi tes premières actions ? Je me suis attaquée par la salle de bain. Moi, j'ai commencé avec la salle de bain parce qu'en fait, j'étais très adepte, évidemment, donc, de fast fashion, mais aussi de cosmétiques. Ça va souvent un peu avec. Ça va un peu ensemble. Je traînais pas mal chez Sephora, à acheter des choses dont j'avais pas besoin, on va pas se mentir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je jetais bouteilles de shampoing, fond de teint, crayon, mascara, dentifrice, etc. Je jetais vraiment des grosses quantités de cosmétiques. Et j'ai commencé à me dire, mais je peux pas continuer à jeter tout ça. Et donc, je me suis tournée. Le premier geste que j'ai fait, ça a été d'arrêter d'utiliser des cotons jetables pour passer au coton lavable. Ça a commencé par ça, après c'est devenu... j'ai changé aussi les shampoings pour des shampoings solides. Voilà, puis aujourd'hui, tu vois, toute ma routine est solide. Et effectivement, ça a attaqué par cet angle de la salle de bain où je suis passée à beaucoup plus de cosmétiques clean, naturels. Et à côté de ça, j'ai entrepris aussi la cuisine parce que je me suis rendu compte que en fait, je jetais beaucoup de barquettes en plastique. J'achetais beaucoup de plats. À l'époque, j'avais pas de temps pour me faire à manger comme j'étais en prépa. Donc, j'achetais beaucoup de plats préparés. Et donc, pareil, commençais à acheter plus en vrac, à consommer plus
plus de verre pour pouvoir réutiliser les bocaux. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les deux grands axes pour moi, c'était la salle de bain et la cuisine, et après ça s'est étendu au fur et à mesure à toute ma vie, quoi. Ça a été progressif finalement? Oui, ça a été hyper progressif, et même là encore, je considère pas du tout que j'ai une consommation parfaite. Je pense pas d'ailleurs que quelqu'un puisse dire aujourd'hui qu'il a une consommation parfaite. Et est-ce qu'on peut avoir une consommation parfaite d'ailleurs? Je suis pas persuadée. Ouais. Je pense que l'importance peut-être c'est déjà de faire ce qu'on peut à notre niveau. Bien sûr. Et d'en avoir conscience surtout. Et surtout de consommer en conscience. C'est le premier point. J'imagine que tu as vu un impact aussi sur ton porte-monnaie parce que tu as consommé différemment. Ouais. J'ai consommé. Ça t'a fait des économies quelque part? Oui, j'ai fait des économies. En fait, j'en avais pas trop conscience au début. Donc, tu vois, par exemple, aller acheter typiquement du shampoing qui était du coup un shampoing solide, sans emballage, et prendre quelque chose de naturel, ça coûtait plus cher à l'époque plutôt que d'aller chercher mon shampoing, tu vois, en supermarché. Mais en fait, c'était un shampoing que j'allais garder 3 fois plus longtemps. Donc c'était aussi un truc à repenser à l'époque, et c'est aussi un des messages là que je passe sur les réseaux, c'est ok, peut-être que quand on achète quelque chose de plus écolo, on va le payer plus sur le moment, mais en fait c'est hyper rentable sur le long terme. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans toute cette transition? La mode, ça a été quand même un gros sujet. Ouais, c'était quand même un gros sujet parce que j'aime beaucoup les fringues. J'ai une mère aussi qui adore ça, et donc du coup on s'est changé pas mal de vêtements. Mais elle m'a aussi appris que acheter des belles matières, c'est important pour qu'elles durent dans le temps. Donc ça a été aussi, tu vois, un des angles par lesquels j'ai pu arriver à consommer différemment la mode, notamment parce qu'on en a beaucoup parlé avec ma mère, et que voilà, elle lavait mes habits Zara et elle me disait quand même... Bon, t'abuses un peu. Ouais, parce que les matières sont pas géniales en plus de ça. Donc les prix effectivement sont faibles, mais les matières en fait on le voit pas, mais c'est que de la matière synthétique. Ça a rien à voir avec des belles matières qui durent dans le temps, et en plus quand tu les laves à la machine, ce qu'on voit pas, c'est que ça rejette énormément de microplastiques à l'intérieur de nos eaux. Voilà, une catastrophe environnementale en plus qu'on voit pas. Et ça veut dire que alors aujourd'hui tu choisis comment tes vêtements? Moi, j'achète quasiment que de la seconde main. Aujourd'hui, j'ai plus de 90% de mon dressing, c'est de la seconde main. Et le reste, c'est des marques engagées. Parce que j'essaye aussi de soutenir des marques éthiques, parce qu'il en existe. Des marques éthiques qui produisent de façon locale, qui produisent en France, en Europe, dont on connaît la provenance, avec des belles matières, etc. Et sinon, beaucoup de seconde main. Je suis très adepte de la seconde main. Mais alors... Toujours autant ou moins? Est-ce que le fait que ce soit de la seconde main, tu te dis bon bah je peux acheter à la même fréquence qu'avant ou pas du tout? Je pense qu'il y a un peu ce piège, parce que quand tu achètes de la seconde main, effectivement, tu peux te dire ok c'est moins cher, mais du coup est-ce que tu achètes vraiment ce dont tu as besoin? Je pense que parfois j'achète plus que ce dont j'ai besoin, sous prétexte que c'est de la seconde main ou que c'est pas cher, etc. Donc il y a un peu ça. Au début en tout cas j'achetais beaucoup plus parce que c'était de la seconde main, et donc je me sentais, j'avais l'impression que ça me dédouanait, tu vois, du problème du fait d'acheter beaucoup. Oui, mais c'est de la seconde main, donc c'était pas grave. Mais maintenant j'ai un petit peu régulé, et j'essaye en fait de faire en sorte que si je fais rentrer une pièce dans mon dressing, j'en fais sortir une. C'est un plus un moins un. Voilà, hop, comme ça, il y a toujours le même nombre. Pour pas avoir un dressing qui explose de fringues que je porte pas. Quel conseil tu aurais envie de donner aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient peut-être aussi changer leur manière de consommer et arrêter la fast fashion? Je pense déjà qu'il faut comprendre un petit peu le style qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu vas dans des friperies, en fait, il y a des friperies de tout et n'importe quoi. Tu as des friperies de luxe qui vont avoir des prix assez élevés. Tu as des friperies 100% vintage. Tu as des friperies, des ressourceries où là, il y aura vraiment de tout, y compris de la fast fashion. Donc vraiment comprendre un petit peu juste quelle est toi la cible de seconde main que tu cherches. Et une fois que tu as ça, je pense que lorsque tu vas chercher de la seconde main, notamment en friperie, c'est pareil sur Vinted, mais aller chercher plutôt quelque chose qui n'a pas une idée précise. Si tu cherches un blazer Dior de l'édition 1999 qui est noir avec la coupe comme ceci, comme cela, en taille M, je suis pas sûre que tu vas le trouver. Alors que si tu te dis, mon objectif c'est trouver un blazer noir qui me va, tu vas forcément trouver quelque chose. Voilà. Donc pas y aller avec une idée hyper précise, parce que sinon il y a moyen que tu sois déçu. Et pour autant, si tu vas avec une idée justement qui est pas très précise, tu vas forcément trouver des pépites, parce qu'il y a plein de pépites en seconde main. Avant de regarder le reportage, à côté de toi, on a Camille Colbus, qui est donc cofondatrice de la plateforme Dero. Si tu avais une question à lui poser, qui est un peu aussi notre spécialiste en seconde main, ce serait quoi? Moi, je voudrais savoir, Camille, qu'est-ce que tu me recommandes en tant que créatrice de contenu? Quel est le message que tu voudrais que je passe à ma communauté?
Je pense que le message à faire passer, c'est, tu le disais un petit peu, mais c'est vraiment réfléchir à sa consommation et réfléchir à son besoin. Notamment, tu vois, sur la seconde main, c'est pas seulement, comme tu le disais, acheter de la seconde main, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et typiquement, nous, du coup, sur l'application et la plateforme Dero que j'ai cofondée, c'est ce qu'on demande vraiment aussi à nos utilisateurs et à nos consommateurs. Nous, on va répertorier en fait toutes les marques et tous les produits de seconde main ou de reconditionné que tu peux retrouver sur Internet. Mais on va surtout dire à notre utilisateur, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et on a une petite icône, la nuit porte conseil. C'est vraiment ça ce que je pourrais te recommander, quoi. Ok. Bon. Voilà pour le conseil. Super, hyper intéressant. Voilà. Place au reportage. Chaque année, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France. C'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 2 tours Eiffel. Et c'est surtout un gâchis énorme de tissus, d'eau et d'électricité. Alors, récolter des vêtements invendus pour récupérer leurs tissus et leur donner une seconde vie, c'est la mission que s'est donnée José, que vous allez découvrir. Il a créé l'association Les Fringues Store Associatifs à Creil, dans l'Oise. Un reportage d'Hugo Valentin. Bonjour, bienvenue au Fringues Store Associatif. Aujourd'hui, on suit les Fringues Store Associatifs dans leur collecte de vêtements invendus par les grandes enseignes. Allez, venez avec nous. Parfait. Bonjour. Du coup, j'ai mis là-dedans pour me ramener la boîte partout. Et en plus, ce sera plus pratique pour... Du coup, je mets les dons là. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un ballon de foot qui va permettre à des enfants de jouer au foot. Là, on a des baskets. On a des baskets. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est là. Ah, c'est là. Ah, voilà, Ben, nous, on va le réparer. Alors, pour faire la réparation, on met un tissu derrière et on recouvre. Simplement, voilà. Accros sur le tissu, taches ou même défaillance d'étiquetage, tous ces petits défauts rendent les vêtements invendables. Les enseignes les donnent donc à des associations comme celle-ci qui les transformeront. Et ça, on va faire une trousse. Ah. Une petite trousse, On met la fermeture ici. On met la fermeture éclair et puis on fait une petite trousse. C'est quand on fait de la mode, quand on fait de la couture, on récupère. L'objectif, c'est de récupérer des choses. Vous allez voir là dans l'atelier, là, tout ce qu'on fait. L'atelier de José se trouve juste à côté, dans la zone commerciale de Creil. C'est ici que les textiles sont revalorisés. Les vêtements seront donnés à des familles monoparentales en précarité. L'association en aide plus de 200 depuis sa création en 2022. Les retouches sont assurées par des bénévoles, dont fait partie Karine. Nous fabriquons des sacs, donc tout est fait à partir de matières recyclées, comme vous pouvez voir. Hein. Avec des jeans, on fait des sacs, on peut faire des coussins, des trousses, etc. On utilise ce qui est récupérable en fait. Là, pour le cours de couture, par exemple, pour le tote bag, on a récupéré un vieux drap qui était abîmé, on ne pouvait plus rien en faire. Donc on le transforme en tote bag. Souvent, les textiles ne sont pas de bonne qualité, ou du moins ne sont pas utilisables sans être transformés. Cela demande de l'inventivité et surtout de la main-d'œuvre. Ils reçoivent en moyenne 1 tonne de vêtements par mois. Mais d'après José, cela en vaut la peine. Aujourd'hui, le fait de réutiliser les matières, ça permet aussi de leur donner une seconde vie. Un jean, c'est 7000 litres d'eau, un jean. C'est 7 pour faire un seul jean. Donc pourquoi ne pas refaire d'autres jeans à partir de jeans déjà utilisés? Donc oui, l'industrie du textile est en train de changer de paradigme. Donc on évolue avec ces méthodes de recyclage et d'upcycling. L'upcycling des invendus non alimentaires est rendu possible notamment grâce à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle interdit la destruction des invendus et permet aussi le financement d'associations comme les Fringues Store Associatifs. Celles-ci peuvent ensuite donner leurs vêtements à ceux qui en ont le plus besoin. Alors la question c'est, peut-on se passer concrètement de la fast fashion? Quelles sont les alternatives? On en parle avec notre experte en plateau. Alors Camille, on peut s'en passer ou pas de la fast fashion? Aujourd'hui, on peut s'en passer. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'alternatives qui permettent effectivement de s'éloigner de la fast fashion. Daphné l'a pas mal dit, il y a effectivement la seconde main, mais il y a aussi des marques éthiques qui aujourd'hui proposent l'inverse de ce qu'est la fast fashion et avec des matières qui sont durables. On a des entreprises qui réparent maintenant les vêtements, qui font attention à allonger la vie des produits. Donc oui, on peut très bien vivre dans un nouveau monde de anti-fast fashion ou sans la fast fashion. Ouais. Alors qu'on rappelle bien la définition de la fast fashion, c'est le fait de consommer du vêtement comme ça à tout va, plusieurs nouvelles collections par an.
Ouais, en fait, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est que à peu près au début des années 90, en fait, on a vu l'émergence de ces grandes enseignes, dont Zara, H&M, pour n'en citer que quelques-unes, qui, en fait, ont commencé à développer plein de collections à prix assez bas pour, en fait, inciter les gens à acheter. Et donc, en fait, au lieu de se retrouver avec une collection par saison, donc une d'été, une d'hiver, ce dont vous avez vraiment besoin, voire une automne, une printemps, une été, une hiver. Ouais. En fait, on se retrouve avec 15 à 25 collections par an. Et donc, en fait, ça n'a plus du tout de sens et on se retrouve vraiment dans une mode qui est une mode de surconsommation, de surproduction. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une accélération de cette fast fashion. Et en fait, aujourd'hui, on a même des ultra fast fashion. Donc, on invente des nouveaux mots, mais on voit bien que, en fait, ça, c'est supérieur encore à la fast fashion, où là, tu l'as dit au tout début, mais c'est les entreprises type Shein, qui, en fait, eux, ils font effectivement 7000 produits par jour. Et donc là, on n'est plus du tout dans une mode saisonnière. Quoi. Et ils arrivent à séduire parce que pas cher, parce qu'accessible et parce que potentiellement on peut suivre la mode comme ça. Et c'est une mode qui est rendue accessible, mais qui a un vrai danger, autant pour la planète que pour la dimension sociale également. Exactement. C'est accessible, c'est rapide. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation où tout va vite et on veut tout de suite. Donc en fait, quand vous avez vu un vêtement sur Internet, vous ne voulez pas attendre d'aller en magasin, de trouver la bonne marque, la marque éthique, etc. Et en fait, avec ces marques-là, d'ultra fashion, vous l'avez le lendemain, voire le surlendemain. J'en sais rien, j'ai jamais commandé du Shein, mais de ce que je comprends, chez vous, en fait, à votre porte. Donc, c'est hyper rapide et vous pouvez renvoyer gratuitement vos vêtements. Donc, en fait, il y a des personnes qui achètent en masse pour ensuite les renvoyer derrière. Et c'est un vrai problème. Alors, le problème, c'est que c'est pas qu'un seul problème. C'est plein de problèmes qui sont accumulés, notamment, du coup, dû à ces volumes. En fait, on produit des dizaines de milliards de produits par an qui sont très peu portés, voire pas du tout portés. C'est un coût environnemental. On l'a vu dans le reportage, en fait, un jean, c'est 7000 litres d'eau. Donc, un seul, imaginez, tous les tonnes de vêtements. La mode, en fait, c'est un des secteurs qui est le plus consommateur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le transport, forcément, ça a un impact. Donc, ça, c'est que le problème environnemental. Vous avez un problème social où, en fait, derrière ces bas coûts, c'est des gens qui travaillent dans des situations hyper précaires, qui sont des situations pas du tout sécurisées face à des polluants donc chimiques, donc vraiment problème de santé, et avec des salaires hyper bas. Et le dernier problème qui, en ce moment, est en train d'émerger et qu'on voit apparaître, c'est un problème de santé publique, parce qu'en fait, dans ces marques d'ultra fast fashion, en fait, dans ces produits-là, dans ces vêtements-là, on retrouve des produits chimiques qui dépassent des seuils autorisés en Europe, notamment des perturbateurs endocriniens dont on a prouvé qu'il y avait un danger sur la santé. Donc, en fait, au-delà de la planète et d'autres personnes, en fait, ça nous touche directement. Mais alors, par quoi je commence ? Si je veux ne pas consommer de cette manière, je fais quoi ? Déjà, c'est bien de se poser la question. En fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne se posent pas forcément la question. Donc déjà, commencer à se sensibiliser, à comprendre quel est mon impact, quel est l'impact de mes achats. Et ensuite, essayer de réduire sa consommation, de vraiment revenir à son besoin, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? La méthode de Daphné, moi, j'ai beaucoup aimé de dire, j'achète un vêtement de seconde main, mais en fait, j'en sors un de mon placard, parce qu'en fait, là, on parle de surconsommation. Et ensuite, il y a plein d'alternatives qui existent pour aller dans les friperies, les ressourceries, sur Dero, sur la plateforme. Vous pouvez retrouver n'importe quel produit, n'importe quelle alternative finalement. Pas que vestimentaire d'ailleurs. Pas que vestimentaire, exactement. Nous, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va permettre aux consommateurs, à l'utilisateur, de consommer 100% seconde main ou reconditionné et montrer qu'en fait, on peut simplement s'équiper à un prix qui est du coup plus bas. Donc en fait, en termes de portefeuille aussi, ça a un vrai impact. Et donc retrouver toutes les alternatives à des produits neufs sur la plateforme. La location, le troc, on en pense quoi ? Ouais, la location, le troc, même la réparation, en fait, c'est des initiatives qui sont de plus en plus mises en place. Il y a notamment le bonus réparation qui a été mis en place par l'État. En fait, si vous avez besoin de réparer si vous avez une petite chaussure, une chaussure qui est un peu cassée, vous pouvez aller chez un cordonnier qui est référencé par le site du gouvernement pour le réparer et vous avez un bonus, donc on vous paye. Tout ça, c'est des initiatives qui commencent à prendre place et moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que, en fait,
on n'en parlait pas en fait il y a 3-4 ans. On ne parlait pas effectivement de ces impacts de l'ultra fast fashion, mais on ne parlait pas aussi de toutes ces nouvelles alternatives. Et je sens qu'il y a vraiment une envie, en tout cas de la part du consommateur, de changer, de ne plus être forcément dans cette économie linéaire qui est de on extrait, on produit, on jette, mais de revenir en fait à l'essentiel, quoi. On peut réparer des chaussettes, on peut réparer ses t-shirts, c'est ce que nos grands-mères faisaient. Hein. Donc, bien sûr. Et si je vais en magasin, à quoi je dois faire attention pour être sûr d'acheter responsable? Parce que vient la question du greenwashing, ces entreprises qui se disent être éco-responsables, mais c'est juste de la com. Comment je fais? Je fais attention à quoi? Alors effectivement, il faut faire attention à ces entreprises-là parce que vous avez des entreprises qui vont développer des offres de seconde main, mais qui derrière vont continuer à faire 50 collections par an. Donc là, on parle de greenwashing. Et en fait, on a des entreprises qui font attention à quels sont les produits qu'ils vont utiliser, et ce qu'ils vont faire attention à l'éco-conception, donc essayer de concevoir des vêtements qui vont être potentiellement recyclables ou réparables, qui vont faciliter la réparation. On parle de Patagonia. Patagonia, vous pouvez aller ramener un vêtement. Le slogan de Patagonia, c'est que les vêtements sont là pour durer. Donc vous ramenez votre vêtement et vous le réparez. Hein. Donc en fait, il faut vraiment regarder plus que la com et du marketing. Malheureusement, c'est un peu la face des réseaux sociaux, mais il faut aller regarder les actes et les engagements de chacune des marques. Ça sera ma dernière question. Quel conseil vous donneriez à une personne qui nous regarde là et qui pourrait se sentir un petit peu dépassée et qui se dirait changer, ça sert à rien à mon échelle? Ouais. Alors, effectivement, j'entends et je comprends parce qu'en fait, le problème paraît tellement grand. Mais je pense qu'il faut déjà revenir à l'humain et encore une fois, en fait, essayer de comprendre quel est son propre besoin. Donc, potentiellement, ça change rien. On a l'impression que ça change rien, mais finalement, c'est vraiment chaque petite goutte d'eau qui vont faire un océan et qui vont permettre en fait de soulever les montagnes. La loi du Sénat, elle n'est pas arrivée toute seule en fait. Elle est arrivée parce qu'il y a des activistes derrière, parce qu'il y a des gens qui ont envie que ça change, parce qu'il y a des gens qui se battent contre Shein. Et c'est comme ça en fait que ça arrive au Sénat. Donc je sais que ça paraît un peu gros. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de s'habiller et que la mode c'est mal. Il faut juste dire revenez à qu'est-ce que vous voulez. Se poser la bonne question. Se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. Il s'agira des dangers du chemsex. Si vous avez envie que l'on traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur 20minutes.fr. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.